notre troisième invitée vient d'arriver, miraculée. Je vous demande d'accueillir Madame Ignès d'Auvergne. Puis-je vous présenter Elie Chouraki, Ignès d'Auvergne et Denis Bouzard, que vous connaissez parfaitement. Merci beaucoup, Madame, de nous avoir rejoints. Je vous en prie, installez-vous. Je fais très vite les présentations. Vous êtes responsable expertise diversité au sein d'IMS Entreprendre pour la Cité. Alors, je m'arrête là. IMS Entreprendre pour la Cité, quelques petits mots d'explication, si vous pouvez prendre un micro. Elie, vous pouvez. Merci beaucoup. Allez-y, dites-nous. Oui, donc en fait, l'IMS Entreprendre pour la Cité, on est une association, loi 1901, qui est une association d'entreprise. Donc on a été fondé il y a 25 ans par Claude Bébéard et par un certain nombre de chefs d'entreprise. L'idée et l'objectif de l'IMS est de travailler sur la question de la responsabilité sociétale, dont la diversité et la diversité religieuse font partie, et du rôle que peut avoir l'entreprise sur ces thématiques dans la société. Donc moi, de manière très concrète, j'accompagne des entreprises dans la mise en place de politiques de non-discrimination et de diversité. Et donc j'interviens également sur ces thématiques qui sont très d'actualité de gestion de la diversité religieuse dans l'entreprise. Merci beaucoup pour ces précisions. Vous avez accompli une maîtrise de sciences de gestion complétée par un master en psychologie. Vous avez travaillé pendant 2 ans au recrutement pour une société de services informatiques. Roulait en permanence dans un coin de votre esprit cet attrait constant pour la diversité. Et dès qu'un emploi s'est présenté, emploi à plein temps, vous l'avez saisi, c'était l'IMS. C'est bien ça? Tout à fait. Bon. L'éloge de la différence d'Albert Jacquard, c'est l'un de vos livres de chevet. Il structure votre pensée et on ne comprend rien à votre parcours si l'on ne garde pas en tête l'une de vos convictions profondes. Elle tient en quelques mots. Nous avons, la diversité pose, dites-vous, la question fondamentale de notre choix de société, ou bien une société ouverte et respectueuse, ou bien une société sclérosée et affaiblie. Nous verrons dans notre dernier chapitre vers quelle société nous allons nous diriger. J'aimerais vous donner la parole. Juste avant votre arrivée, Madame, nous avons vu le cadre légal, mais nous n'avons pas encore vu ce que le manager peut en faire de ce cadre légal. Vous avez simplement dit, Madame, comme toute consigne, surtout, n'écoutez pas la religion de celui que vous devez diriger. C'est bien ça que vous avez dit. Hein, vous avez dit, surtout, on va s'occuper d'autre chose. J'ai surtout dit, les religions ne parlent pas. Parfait. Alors, mesdames et messieurs, sur ce premier chapitre-là, maintenant, je m'adresse aux managers que vous êtes, aux dirigeants que vous êtes, aux artisans, aux commerçants. Avez-vous maintenant des questions pratiques? Il va s'agir d'appliquer cela, d'appliquer ces fameux 6 critères. Donc, je vais poser ma question autrement. Avez-vous des témoignages? Avez-vous des complexités? Avez-vous des cas particuliers que vous souhaiteriez ici soumettre et sur lesquels on pourrait éventuellement débattre? Sinon, nous allons poursuivre, bien sûr, nos discussions à nous et à vous aussi. S'il n'y a pas de première question, on peut passer à la deuxième. Monsieur. Un petit témoignage. Je vous en prie, témoignage. S'il y avait un micro, oui. Représentez-vous, si vous le voulez bien. Merci. Témoignage. Merci. Philippe Lavial, gérant d'une TPE de 5 personnes. Dans quel secteur? Le marketing olfactif. D'accord. On a l'habitude de faire chaque année des repas pour justement faire un petit peu de cohésion d'équipe. Et on est 5, donc c'est très facile. On organise un repas à 5, soit on va au restaurant, soit on reste dans l'entreprise. Et à chaque fois, c'est quand même un peu une difficulté. Parce qu'il y a des exigences. Alors je vous dis, j'ai une personne qui est juive, j'ai une personne qui est, elle, qui ne mange que... Alors là, c'est quoi déjà? Elle ne mange que de la viande et des légumes. Non, même pas des légumes, non, que de la viande et des gâteaux. J'ai une autre personne qui est extrêmement végétarien, limite végétarien. Et j'en ai 2, ils n'ont pas d'exigence. Mais du coup, à chaque fois, pour organiser, je dirais, un repas de fin d'année, c'est toujours un petit peu difficile. Donc, en tant que dirigeant, j'ai fait le choix. J'ai dit, écoutez, chacun vient en apportant quelque chose, contribue, je dirais, à ce repas de fin d'année. Et puis, si vous voulez partager, bah, vous partagez en fonction de ce que vous voulez faire pour les autres. Et je veux dire qu'à chaque fois, pour moi, c'est très positif. Quand je vois que justement les uns et les autres font des efforts pour justement, non pas pour manger ce qu'ils ne veulent pas manger, mais pour essayer de préparer quelque chose qui correspond au désir de l'autre. Pour moi, c'était justement un échange qui était possible. Alors, sur cet exemple-là, j'aimerais qu'on le transpose maintenant dans une entreprise. On fait comment? Oui, parce que la question de l'alimentation, c'est un des nœuds, c'est un des cœurs du vivre ensemble. Je crois qu'il faut toujours se poser la question de est-ce que la revendication amène à
à faire les choses ensemble. Enfin, en tant qu'ancienne éducatrice, j'ai l'habitude de dire à continuer à transpirer ensemble. C'est-à-dire, est-ce qu'on mange ensemble, on partage le même repas, on travaille ensemble, on fait les efforts ensemble. Dès que la revendication amène à l'exclusion ou à l'auto-exclusion des autres, là, il y a problème. Alors, traduit en termes de management, ça donne, dès que ça entrave l'organisation du repas, dès que ça entrave le lien entre les salariés, eh bien, ça va poser problème, puisque ça va provoquer une segmentation entre les salariés. Seulement, attention, il ne faut pas oublier que les clochers et les églises, c'est aussi le capital de l'histoire de France. Et il faut aussi se poser la question, comment je laisse une place à ceux qui viennent d'arriver pour que symboliquement, ils deviennent acteurs de la nouvelle histoire à construire ensemble. Donc effectivement, on ne peut pas non plus aller manger au pied du cochon tous les soirs en se disant, les juifs et musulmans qui sont de bonne volonté, eh ben, ils mangent au pied du cochon ou ils ne mangent pas. Hein. Donc votre attitude a été, vous n'avez pas eu besoin de la loi, vous avez appliqué du bon sens que vous appliqueriez pour Pierre-Paul, David et Hamid. Donc vous avez utilisé un bon sens naturel qui a réglé la question puisque vous avez partagé votre repas ensemble. C'est l'objectif. Y a-t-il une autre question, mesdames et messieurs? Pour l'instant, non. Inès d'Auvergne, lorsqu'une entreprise vient vous trouver, elle vient vous trouver parce que quelque chose va mal, ou bien elle vient vous trouver par anticipation à une question qu'elle sent qui pourrait trembler dans le lointain? Alors effectivement, c'est intéressant de voir que sur ce sujet de la gestion de la diversité religieuse, qui est très souvent perçu comme étant explosif, problématique, quand on regarde globalement ce qui se passe dans les entreprises, je dirais dans 95% des cas, ça se passe très bien. Il reste quand même les 5% de cas qui vont être problématiques. Et d'ailleurs, ça se passe très bien ou bien on n'en entend pas parler? Je dirais que ça se passe très bien. Vous avez les 5% de cas qui sont problématiques, qui vont faire que du coup on va tellement en parler que ça peut aussi donner l'illusion qu'il y a beaucoup plus de cas problématiques qu'en réalité. Typiquement, moi j'ai des entreprises qui sont venues me voir en me disant on a une problématique d'une salariée qui se met à porter un foulard intégral et on en a plein, etc. Quand on creuse un peu, on s'aperçoit que les 50 personnes qui ont raconté cette histoire ne parlent pas de 50 cas différents, mais en fait ils parlent tous de la même personne. Donc c'est vrai qu'il y a une tendance aussi à surestimer les problématiques. Moi, bien souvent, les entreprises qui viennent me voir, elles n'ont pas forcément eu un cas de crise, mais elles s'interrogent, elles constatent qu'en fait leurs managers sur le terrain sont très très démunis face à ces questions, qui savent pas trop comment les gérer et qui peuvent souvent alterner, mais tu en as peut-être déjà parlé, Dounia, mais entre deux positions qui sont un petit peu extrêmes, voilà, l'une étant le laxisme et l'autre étant le on interdit tout pour ne surtout pas mettre le doigt dans quelque chose de compliqué. Et c'est vrai que les entreprises sur ce sujet-là, en fait, elles ont juste besoin d'outils pratiques, rationnels, qui permettent d'avoir le même traitement, en tout cas les mêmes grandes règles, c'est vraiment les principes dont tu parlais, qui puissent s'appliquer à chacun et sur l'ensemble des sites. Et que ce ne soit pas un traitement qui se fasse un petit peu au doigt levé, voilà, ou en fonction de la conviction. Peut-on prendre un exemple très concret? Je pense que vous avez travaillé pour Casino. En tous les cas, vous me l'avez dit. Alors pour Casino, quel boulot avez-vous fait? Quel problème se posait? Alors tout à fait. En fait, on avait travaillé, nous, sur un guide qui traitait de la gestion de la diversité religieuse qui avait vocation à concerner toutes les entreprises. Et suite à la lecture de ce guide, Mansour Zoberi, le responsable diversité de Casino, est venu nous voir en nous disant finalement, on a beaucoup de diversité des origines dans notre entreprise. On est implanté dans un certain nombre de quartiers. On a le sentiment qu'il y a une vraie diversité des convictions religieuses. On a des salariés qui sont juifs, musulmans, athées, on a des bouddhistes, on a des hindouistes. Et en fait, on voudrait un petit peu équiper nos managers pour que si une question se posait, ils puissent y répondre et puissent savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc on est allé faire un diagnostic sur le terrain. On allait rencontrer très concrètement des directeurs de magasins en leur disant est-ce que vous êtes confrontés à des demandes sur les pratiques alimentaires, sur l'organisation des horaires, sur les demandes de jours de congé, comment ça se passe, comment vous le gérez. Et donc à partir de cette phase... Ils avaient des problèmes, ils en avaient rencontré ou pas? Globalement, en fait, ils avaient des demandes, mais ils avaient très peu de problèmes. C'est-à-dire qu'ils disaient ça se gère en bonne entente entre les salariés et le management. Alors une fois de temps en temps, on peut avoir un salarié qui, pour tout un tas de raisons, va se braquer et
ça va être un petit peu compliqué, mais on le gère. Mais globalement, ça se passait plutôt bien. Et donc, suite à cette phase de diagnostic, on a réuni un comité de pilotage avec des RH, des représentants de diversité et des directeurs de magasins. Et pour chacun des grands sujets, donc c'est-à-dire pour la question alimentaire, pour la question des jours de congé, pour le port de la tenue vestimentaire et de l'uniforme, on a défini ensemble ce que disait la loi et quelle était la position de l'entreprise quand l'entreprise souhaitait aller un petit peu plus loin que les obligations juridiques. Et ce guide, il a été présenté aux partenaires sociaux et puis ensuite envoyé à tous les directeurs de magasins pour faire en sorte que, quels que soient les souhaits et les convictions individuelles du directeur du magasin, chaque salarié puisse être traité de la même manière. C'est ça. Donc l'idée, en fait, si je comprends bien, c'est partant d'un cas particulier que l'on peut connaître, c'est de voir derrière ce cas particulier quelle est la règle générale que je peux appliquer à tout le monde. Voilà. Le cas particulier ne le reste pas et le reste de l'entreprise ne devient pas non plus une exception. Voilà. Et dans ce guide, on a été assez vigilant à mettre des éléments d'argumentaire aux managers quand ils refusent une demande. Parce que c'est vrai que c'est important sur ce sujet-là de dire aux managers, vous ne pouvez pas systématiquement tout refuser, mais surtout vous n'êtes pas obligé et vous ne devez pas accepter toutes les demandes liées aux convictions religieuses au risque de vous mettre dans des situations qui managérialement peuvent être un petit peu difficiles à gérer. Et donc on disait dans quel cas vous devez dire oui et dans quel cas vous devez dire non et comment est-ce que vous argumentez votre réponse. Et alors, une fois qu'ils ont eu tout cela en main, ça fonctionne mieux ou aussi bien qu'avant? Alors, je dirais que ça fonctionnait déjà plutôt bien. C'est ce que vous avez dit. Voilà. Hein, voilà. En termes de gestion des cas, l'idée était aussi d'être dans une logique de prévention et surtout de rassurer les managers qu'ils se sentent vraiment à l'aise avec un cadre d'entreprise. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, qu'il y ait un cadre d'entreprise et qu'on ne surresponsabilise pas le management de proximité en le laissant tout seul avec ces questions qui peuvent être parfois un peu compliquées. Vous avez en face de vous, vraisemblablement, des managers, des chefs d'entreprise, des commerçants, des artisans. Vous avez parlé donc déjà d'un travail général que vous avez fait. Ce travail général, il est disponible sur Internet, il est pour tout le monde? Oui, il est disponible sur le site de l'IMS, donc j'en ai apporté, alors je n'en ai pas apporté beaucoup. Donc c'est un guide pratique qui reprend un petit peu les éléments, je pense, qui ont été évoqués tout à l'heure sur ce que dit la loi et des exemples de pratiques d'entreprise pour aller un petit peu au-delà. Et surtout qui donne des éléments de connaissance sur les différents interdits alimentaires qui existent dans les différentes religions, qui donne des indications sur quels sont les jours de fête des grandes religions. Parce que c'est vrai qu'un des constats qu'on a eu en écrivant ce guide, c'est qu'il y a une très très grande méconnaissance en France de ce que disent les religions qu'on ne connaît pas à titre individuel ou familial. Donc c'est aussi de la vulgarisation et de la sensibilisation. Parfait. Dounia. Non, je voulais juste insister sur le fait que la transparence des critères, quand ça se passe mal, peut complètement désamorcer une situation conflictuelle. Je pense à une entreprise où il y avait un conflit très fort avec un groupe qui avait pris un hangar pour faire de la prière collective et c'était monté vraiment très crescendo. C'était une situation de chantier et en plus... Là, l'entrave, c'était la sécurité, parce que le hangar n'était même pas sécurisé, il n'y avait pas de permission, donc c'était le critère sécurité. Et quand je suis arrivée pour faire un peu, moi je fais des groupes de travail, où j'introduis les gens, etc. Et quand on a travaillé avec eux, à peine on leur a expliqué les 6 critères, les 3 meneurs qui avaient pris d'assaut, parce que c'était pas une demande, ils avaient imposé la prière collective et ils faisaient pression en plus sur d'autres salariés pour les obliger. Donc il y avait vraiment plusieurs problèmes. C'était prosélytisme, c'était organisation. Il y avait plusieurs critères qui étaient entravés. Quand on leur a expliqué les critères, le DRH qu'on avait formé s'est retourné vers eux et leur a dit alors qu'est-ce que vous imaginez maintenant pour rentrer dans le cadre de la loi, puisque vous voyez bien que vous entravez au moins 3 critères. Et les meneurs, au lieu de pouvoir proposer des solutions de compromis, ils ont dit « Oh non, mais laissez tomber, on va prier chez nous finalement. » Parce qu'on avait vraiment l'impression que vous ne nous respectiez pas, qu'on n'avait pas de place, qu'on n'était jamais écoutés, que vous étiez vraiment... Vous voulez nous empêcher d'être musulmans. Mais maintenant qu'on a bien compris... On ne va pas vous embêter, on ne va pas prendre une salle pour ça, on ne va rien vous demander, on fera la prière chez nous. Donc juste la transparence des critères, je ne dis pas que ça fonctionne à tous les coups de manière aussi miraculeuse. Mais nous aussi, on a des petits miracles. Il n'y a pas Kelly Chiraki qui a des miracles. Donc, voilà. Je veux dire, la transparence, vous savez, c'est fondamental. Parce que, surtout sur la question de l'islam,
il faut savoir que les non-musulmans ont l'impression d'être envahis par l'islam et les musulmans ont l'impression qu'on va jamais les laisser être musulmans dans leur pays qui est devenu le leur. Et chacun a l'impression qu'il y a un complot contre soi. On est en train de monter comme ça. Et il faut qu'il y ait des passeurs au milieu qui montrent que c'est la loi la même pour tous et que c'est les droits et les devoirs et qu'on est vraiment dans la même barque, mais qu'on doit apprendre à faire les mêmes droits et devoirs. Et la transparence, elle est fondamentale. C'est pas la tête du client, c'est pas la subjectivité qui fait loi du manager non plus, c'est la loi.